Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre conférence aidant de personnes atteintes d'un handicap psychique. Quelles sont les solutions? C'est la deuxième conférence que nous organisons pour le département du Val-de-Marne. Donc, je suis contente de vous retrouver. Je m'appelle Sigrid Jo, je suis engagée pour la défense des droits des actifs, des aidants actifs, et je suis administratrice du collectif Je t'aide. J'ai le plaisir d'animer cette conférence avec plusieurs personnes. Au programme ce midi, je commencerai par présenter le collectif Je t'aide avant de passer le micro à Marie Jolin du Lien Psy et qui rentrera donc dans le vif du sujet. Et puis ensuite, c'est Estelle Marchand qui est chargée de projet soutien aux proches aidants et au maintien à domicile de la direction de l'autonomie au département du Val-de-Marne, qui nous présentera les solutions au niveau du département. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Et puis, et ensuite, nous aurons un moment de questions-réponses. Nous allons donc passer 1 heure ensemble pour exposer plein de points différents. Et puis, nous allons donc enregistrer cette conférence pour qu'elle soit mise à votre disposition. Donc, pour les participants qui sont là ce midi, si vous ne souhaitez pas que votre image soit captée, bah, dans ce cas-là, on vous conseille de couper vos micros et puis aussi vos caméras. Et puis, évidemment, pour vos questions et qu'on puisse y répondre, vous pouvez poser vos questions par le biais du chat. Et de toute façon, on aura un moment d'échange à la fin de 10 minutes pour répondre à vos différentes questions. Alors, je vais commencer par vous présenter ou vous représenter le collectif Je t'aide. Évidemment, commencer par une définition des aidants, mais puisque là, nous sommes un public averti par rapport à ce que c'est d'être aidant, nous rappelons uniquement que les aidants, bah, ce sont les personnes qui accompagnent un proche vulnérable à titre non professionnel et qui prennent en charge une partie des activités ou beaucoup d'activités de la vie quotidienne. Aujourd'hui, les chiffres disent que nous sommes 11 millions d'aidants et d'aidantes en France, qu'il y a 60% de femmes qui sont concernées et que 70% d'entre nous sont en activité professionnelle. Au sein du collectif Je t'aide, nous avons 3 missions, 3 grandes missions qui sont bien sûr de défendre et d'améliorer le droit des aidants par le biais de plaidoyer, d'études et puis de présence dans différents comités. Notre deuxième mission, c'est de les rendre visibles, les aidants. Alors évidemment, on fait plusieurs campagnes de communication chaque année pour rendre visible, non seulement rendre visible les 11 millions d'aidants, mais aussi faire en sorte que les gens se reconnaissent comme aidants, puisque aujourd'hui on sait qu'un aidant sur deux ne se reconnaît pas forcément avec le terme. Et puis notre troisième mission, bah, de transformer la société en organisant de la mobilisation autour de la cause des aidants, notamment par le biais de la Journée nationale des aidants du 6 octobre. Aujourd'hui, nous rassemblons des membres. Ah, pardon, il y a un petit décalage. Aujourd'hui, nous rassemblons aussi bien des structures morales que des aidants membres physiques dans notre association au sein du collectif Je t'aide pour leur donner de la visibilité et puis aussi faire en sorte de co-construire des solutions et de répondre au plus près des besoins des aidants. Alors évidemment, ça passe par du plaidoyer pour améliorer les droits des aidants. On sort chaque année des documents pour faire comprendre et puis appuyer ce que c'est, d'appuyer les besoins des aidants. Et par rapport à notre mission qui est de rendre visibles les aidants, nous faisons aussi des campagnes d'affichage et de sensibilisation
à destination du grand public pour faire en sorte qu'on se reconnaisse comme aidant et puis de pousser aussi la réflexion sur c'est quoi nos besoins et c'est quoi les solutions qu'on pourrait mettre en place ou qui sont déjà en place pour les rendre plus visibles. Je vous montre quelques exemples. Et puis, pour la campagne de 2025, pour la JNA 2025, on a fait une mobilisation qui était centrée sur les réseaux sociaux et où on a demandé aux aidants eux-mêmes de partager leurs questions et de partager leurs réponses et de quoi on aurait besoin. C'est une campagne qui a très bien fonctionné et ça n'a fait que réaffirmer notre engagement au sein du collectif Je t'aide et notre mission pour continuer d'aller dans le sens d'une meilleure reconnaissance des droits et de faire avancer aussi la cause. Alors aujourd'hui, on va traiter, vraiment aller au cœur du sujet pour les aidants de personnes en situation de handicap psychique. Et je vais passer donc le micro à Marie Jolin pour qu'elle rentre dans le vif du sujet. Bienvenue Marie. Oui, bonjour à tous. Merci. Donc moi, je suis Marie Jolin. Je suis à l'initiative de l'association Le Lien Psy et je suis psychologue et psychothérapeute. Alors, l'association Le Lien Psy, c'est un collectif de psychologues qui œuvre pour l'accès aux soins psychiques pour tous. Et du coup, nous développons des activités autour de trois axes. D'une part, l'accompagnement à domicile de personnes qui sont en situation de handicap physique, psychique ou âgés et qui ne peuvent se déplacer pour consulter à l'extérieur de chez eux. Et si je vous parle aujourd'hui véritablement et je participe à ce webinaire, c'est parce qu'on accompagne également l'écosystème de la personne accompagnée, à savoir les aidants familiaux, avec un parcours de soins, c'est-à-dire on a un parcours de soins en individuel et en collectif pour les proches et les familles. Et on accompagne aussi les professionnels du médico-social. Voilà, donc on intervient également sur le Val-de-Marne. On est une association qui sommes basée à Paris, mais pas uniquement, puisque nous avons des lieux de permanence pour des consultations et également pour des ateliers dont je vous parlerai à la fin, envers donc les aidants sur le 94. Alors aujourd'hui, en effet, on souhaitait parler davantage et de faire un focus sur le handicap psychique et du coup sur cette particularité d'être un proche qui accompagne une personne qui a ce handicap. Alors la notion de handicap, elle est rentrée davantage dans le vocable euh, suite à la loi du 11 février 2005 qui porte véritablement l'égalité des droits et des chances et du coup qui porte cette idée d'inclusion dans la société des personnes qui sont en situation de handicap. C'est important de se dire que que les maladies finalement psychiques peuvent engendrer une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société. C'est ce que vous devez voir par rapport à tous vos proches. Et donc, ce handicap dont on va un peu parler, mais surtout des impacts que ça peut avoir sur le proche aidant, ce handicap, il est vraiment la conséquence de diverses maladies. Et on ne fera pas ici de distinguo finalement entre les maladies, mais en tous les cas, ces maladies, ben, ça peut relever de la psychose, hein, avec par exemple aussi la schizophrénie. Ça peut être des personnes qui souffrent de troubles bipolaires ou de troubles graves de la personnalité. On parle aussi de certains troubles névrotiques importants comme les troubles compulsifs, hein, les TOC. Voilà. Donc, on parle de handicap. C'est sûr que la personne et les personnes que vous accompagnez, elles souffrent véritablement par rapport à leur humeur. Elles peuvent aussi souffrir d'angoisse. Elles peuvent avoir et ressentir des idées noires, ce qui impacte énormément leur quotidien déjà, et certainement le vôtre. Euh, mais c'est important de se dire aujourd'hui que ces troubles psychiques, elles peuvent altérer aussi du coup la vie au quotidien. Souvent, on pense beaucoup en effet à tout l'impact que ça peut avoir sur le bien-être et sur véritablement, oui, le bien-être de la personne. Mais il y a également du coup cet impact par rapport à la vie quotidienne, de cette question d'établir des relations durables, d'avoir un maintien dans son logement, de pouvoir accéder à une formation et de s'y tenir,
de pouvoir avoir accès à une vie sociale et de prendre soin aussi tout simplement de soi. Alors, par rapport à ça, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a différents troubles également qui vont toucher davantage la cognition quand on a ce handicap psychique. Par exemple, ça peut être des gens qui vont avoir une difficulté à s'organiser, à apprendre, à se concentrer, et qui sont des effets, en fait, hein, vraiment les troubles qui sont en lien avec la maladie. Il peut y avoir aussi des mécanismes psychologiques qui vont faire qu'il va y avoir une altération de cette vie quotidienne. Alors, on parle souvent du déni, on parle de plus en plus aussi parfois selon les pathologies, de manque d'insight, c'est-à-dire cette incapacité aussi à avoir une introspection, à prendre du recul finalement sur ce qu'on vit, aussi par rapport à ce qu'on ressent. Il peut y avoir des mécanismes de projection de son ressenti à l'extérieur et qui en effet invalide du coup son propre ressenti, qui fait que ça va compliquer encore une fois cette vie sociale. Vous savez certainement aussi que la maladie peut toucher la cognition psychosociale, c'est-à-dire avec une difficulté à se mettre à la place de l'autre, hein, avoir des difficultés par rapport à l'empathie cognitive, mais aussi émotionnelle, c'est-à-dire avoir du tact peut-être parfois aussi dans la relation avec l'autre et avoir parfois des difficultés à identifier même les rôles sociaux, ce qui fait également que, euh, eh bien, il peut y avoir une forme d'isolement ou une incompréhension et un regard posé par les proches ou par l'entourage social qui va venir impacter, en effet, la situation de la personne, mais également aussi et souvent la vie aussi des proches, hein, puisqu'il peut y avoir aussi un impact pour vous aidants qui avez dû vous connecter et qui sont connectés. Alors on sait aussi qu'il y a toute une difficulté au terme de la motivation qui sont souvent difficiles à percevoir ou à comprendre quand on découvre en fait ces pathologies, la difficulté à initier une action, à l'anticiper, à gérer son temps et même parfois à avoir envie. Ce qui fait que ça peut renvoyer aussi quelque chose d'assez parfois même mortifère que j'entends chez les gens qu'on accompagne et que j'accompagne qui sont aidants de ses proches malades. Voilà, donc toute cette capacité d'auto-évaluation et même à demander de l'aide fait que d'autant plus les familles doivent accompagner, aider, venir parfois compenser. Et souvent, elles peuvent être une, deux, mais principalement une ou deux. Et c'est ce qu'on appelle donc les aidants. Donc si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est certainement parce que vous accompagnez un proche qui est dans cet handicap psychique. Et comme le disait tout à l'heure Sigrid, un certain nombre de personnes ne savent pas forcément qu'ils sont ce qu'on appelle aidants. Sigrid, peut-être qu'on peut à ce moment-là regarder, hein, c'est-à-dire que être aidant, c'est véritablement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est compenser la dépendance en lien avec l'handicap de l'autre de manière régulière. Alors c'est souvent beaucoup d'amour, mais également c'est parfois aussi un sens du devoir, c'est un engagement auprès de son proche qui fait que quand on est aidant, on n'est pas malade, on le fait de façon naturelle, on le fait et ça peut nous apporter beaucoup de bien. Et puis, c'est vraiment aussi ressentir des liens familiaux ou amicaux très proches et engagés. Mais on sait aussi que, on peut devenir malade de cette situation. Parce que quand on vient compenser au quotidien les difficultés qu'on a pointées du doigt pour aider justement en termes de logement, aider aussi peut-être pour le maintien de la propreté du domicile, eh bien ça prend du temps. Ça prend du temps aussi d'accompagner parfois sur certains rendez-vous médicaux, de suivre aussi la prise en charge médicale de son proche. Et c'est ce qui fait que quand on aide, parfois on aide de plus en plus. Et à contrario, ben, on a moins de temps. Moins de temps pour soi, moins de temps pour ses propres rendez-vous médicaux. Euh, on a aussi souvent, et peut-être vous en témoignerez, une charge mentale. On parle de charge mentale beaucoup et on va le définir. Aussi une charge émotionnelle, avec un risque qui serait que ça nous mène à ce moment-là vers un risque d'épuisement qu'on appelle le burn-out de l'aidant, hein, l'épuisement de l'aidant qui fait qu'à ce moment-là, il y a une fatigue, une fatigabilité très importante, parfois un émoussement un peu émotionnel, on ressent un petit peu moins les choses, on peut se sentir aussi irritable, enfin, il y a différentes réactions qu'on peut avoir. Alors, l'épuisement, ce n'est pas une pathologie, mais ça peut nous emmener hein, vers une anxiété massive
ou aussi des risques de dépression. Et du coup, c'est important à ce moment-là et on va voir un peu tout ce qu'on peut faire et tous les dispositifs qui peuvent exister pour éviter aussi cet épuisement. Alors, on a tout un ensemble d'affects quand on est aidant. Souvent, ça peut passer par de la culpabilité, de la colère, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres qui peuvent générer de l'anxiété. Culpabilité à ne pas suffisamment aider son proche, culpabilité à prendre du temps pour soi ou partir en vacances alors que l'autre est angoissé et mal chez lui. Euh, voilà, on peut avoir aussi de la colère, colère par rapport à la maladie, colère par rapport aux prises en soins, peut-être parfois qui semblent insuffisantes. Et donc tout ça, c'est plein de choses qu'il va falloir gérer aussi au quotidien et sur la durée. Alors un des risques quand on est aidant, c'est de s'isoler en lien avec le nombre de tâches, mais également face à l'incompréhension des autres. Le fait d'être aidant et de sentir que les autres ne vivent pas la même chose, peut-être on peut sentir une forme de solitude et de difficulté à faire face. Alors j'aimerais qu'on fasse un petit focus peut-être sur la notion de charge mentale, parce qu'il y a un point certainement important quand on soutient ou quand on évoque la question par rapport aux proches, c'est vraiment la notion de cette charge mentale dans l'exécution même des tâches, dans la planification qu'on a aussi à amener l'anticipation, à coordonner les rendez-vous. Et c'est ça qui va vraiment, sur la durée, c'est vraiment responsable du stress. Et il y a un premier élément et truc astuce qu'on pourrait donner entre nous par rapport à ça, c'est déjà d'en prendre conscience. C'est de faire un tri aussi entre ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et ça peut être aussi pour voir un petit peu ce qu'on pourrait déléguer. Est-ce qu'on peut le laisser un peu plus à notre proche? Est-ce qu'on peut aussi arrêter certaines choses qu'on faisait parce que notre proche a grandi, par exemple, ou parce qu'il a évolué dans sa pathologie? Est-ce qu'on peut déléguer à d'autres, à des dispositifs, mais aussi à sa famille? Et ça va être l'enjeu tout à l'heure avec, du coup, Estelle Marchand, du département, de voir un peu toutes les solutions qui peuvent exister. Alors, comment accompagner son proche également et comment soutenir une personne avec un handicap psychique? Eh bien, un des premiers points, ça va être bien évidemment la notion de bienveillance et d'écoute, qui va demander beaucoup de disponibilité et de patience, qui fait que parfois on a besoin soi-même de pouvoir se ressourcer. Cette bienveillance, cette écoute, c'est pas toujours facile de l'avoir parce qu'on en parlait tout à l'heure, il peut y avoir aussi beaucoup de colère. Et pour autant, le temps psychique est très différent du temps concret. Et donc, il va falloir avoir cette patience également pour que les choses puissent parfois se transformer par rapport à notre proche qui est vraiment on aborde de plus en plus la notion de rétablissement, c'est-à-dire qu'il doit aussi lui-même comprendre sa maladie et faire pour faire face. Bien sûr, c'est là aussi où il y a toute cette charge émotionnelle parce que ben, on va recevoir tous ces affects à lui. Et puis on peut avoir aussi beaucoup d'inquiétudes par rapport à son quotidien. Alors certainement que la première chose passe par aussi pour soutenir notre proche, c'est de comprendre bien sûr ses symptômes. Ça a des effets pour lui, ça a aussi des effets pour l'aidant, pour la personne qui accompagne, parce qu'il y a souvent plein de questions quand on vient rencontrer par exemple un psychologue, c'est de savoir comment se positionner, comment fait-on? C'était une des questions de Sigrid. Mais c'est quoi les trucs et astuces pour aider une personne qui a un handicap psychique? Ben oui, bien sûr, c'est la première question, parce que ça va m'aider aussi à mieux comprendre mon proche, à savoir ce qui relève de sa maladie, qu'est-ce qui relève sinon de sa pathologie. Pardon, et de lui. Qu'est-ce qui relève aussi de lui? Et bien sûr, on va se positionner différemment pour ne pas mal interpréter. Alors, je vous donne là quelques pistes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus en fait de programmes de formation, que ce soit pour les personnes malades, mais aussi pour les familles. Et donc, on peut se documenter sur des sites, sur des podcasts, etc. Alors là, je dis certains sites, je cite Psychom, et il peut y en avoir d'autres. Il y a de plus en plus d'applications. Il y a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui, j'ai vu, qui mettent en place des forums, des sites. On reviendra peut-être dessus ensuite. On peut aussi rencontrer des associations de malades, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, je parlais de l'isolement, de la solitude. Sigrid en parlait aussi par rapport au collectif Je t'aide. Et l'idée, c'est de ne pas être seul pour affronter tout ça et pour avoir de l'information. Donc, il y a des associations de malades selon la pathologie. Bien sûr, je vois la Maison Perchée, formidable. Alors, parfois, ça peut être peut-être un peu loin. Il y a peut-être des antennes, vous nous le direz tout à l'heure, sur le 94. Mais des associations de malades, je cite l'UNAFAM, mais bien sûr, ils ne sont pas les seuls, qui sont des associations d'aide aux familles, et on en reparlera.
Alors, on peut aussi soutenir tous les besoins du proche qui vont vraiment au-delà du soin psychiatrique. Parce qu'on l'a vu, toute la répercussion qu'il peut y avoir sur le quotidien, avec des besoins de se loger, des besoins de s'informer, un besoin de se socialiser, d'être accompagné dans son projet de vie, de se ressourcer. Et c'est là où il va falloir l'aider et à trouver des ressources. C'est là aussi où tous les dispositifs peuvent vous donner des idées de ce qui peut exister par rapport à tout ce champ pour qu'il puisse mieux mener en fait sa vie et son projet de vie. Hein, ça, c'est la notion de rétablissement. Retrouver une vie Oui, satisfaisante malgré la maladie. Trouver un équilibre malgré les symptômes et les troubles. Alors c'est là où il y a les GEM, hein, les groupes d'entraide, où il peut y avoir aussi des lignes d'écoute qui existent, où il y a des SAVS, ça c'est généralement la MDPH, hein, la maison départementale du handicap qui oriente. Il peut y avoir du coup les CMP, les équipes mobiles, mais pas uniquement. On peut trouver aussi de l'aide. De plus en plus, il y a des pères aidants qui existent. Vous en avez par exemple des pères aidants, donc des personnes, alors souvent ce sont soit des aidants qui ont eu eux-mêmes un trouble psychique ou qui sont malades et qui vont parler à des personnes malades. Mais ça peut être aussi des pères aidants familiaux, c'est-à-dire des gens qui vont plutôt être le lien avec les familles pour accompagner, surtout souvent sur des moments où on peut être très déstabilisé émotionnellement, comme sur les notions d'urgence, d'urgence psychiatrique, où là, dans les moments de crise, on a du mal à savoir quoi faire. Et donc, vous avez des pères aidants, par exemple, sur l'est du département à l'hôpital Est du Val-de-Marne, où là, ils sont à la rencontre. Il faut pas hésiter, ils ont une ligne d'écoute de téléphone. Vous pouvez les consulter. Et ils peuvent faire le lien aussi avec le CMP, avec les équipes hospitalières. Voilà, de plus en plus, il y a d'éducation thérapeutique également qui existe pour les personnes malades, pour qu'elles connaissent mieux leur pathologie, parce qu'on sait que c'est une clé, hein, une clé. Et parfois, toute la question est de savoir, mais c'est très bien, ça existe, mais comment on les y amène? Alors ça prend du temps aussi. Euh, et c'est là où on peut être à plusieurs pour réfléchir en fonction de chacun et la singularité de chacun, à savoir comment on amène aussi son proche vers ces situations. Pardon, ces situations, je veux dire d'aide, hein. Et on a vu qu'en effet, c'était souvent une difficulté pour les personnes qui souffraient de ce handicap psychique. Alors, une des grandes difficultés, bien sûr, c'est les moments d'urgence. Quoi faire dans les moments d'urgence? Alors, je vous prie de m'excuser, je pense pas savoir quoi faire, dans le sens où je veux pas heurter quelqu'un qui nous écouterait. Bien sûr que c'est douloureux, bien sûr que c'est difficile, bien sûr qu'il n'y a pas une manière de faire. On sait qu'il faut de la patience, on sait qu'il faut écouter, on sait qu'il faut cerner le besoin pour l'acceptation d'une démarche, hein, écouter le besoin du proche. Il faut surtout pas s'isoler ou être seul, et c'est là où il faut pouvoir contacter l'équipe de prise en soin. Parfois, il faut l'emmener aux urgences psychiatriques. Parfois, il faut faire intervenir une équipe. Parfois, c'est l'hospitalisation d'office. Et c'est là où de parler aux associations, de voir comment intervenir, peut être un vrai soutien. C'est vrai que sur toutes ces démarches aussi d'hospitalisation d'office, il y a quelque chose qu'on aime bien rappeler, qui est que on a ce sentiment un peu de souvent, hein, les gens évoquent de la culpabilité parce que ben, la personne malade ne le souhaite pas. Mais on sait que là, il y a plus de possibilités parce qu'il se met en danger. Et moi, j'aime à rappeler que de toute façon, la responsabilité, elle est portée par le corps médical. Même si la famille est impliquée, la responsabilité, de toute façon, c'est un psychiatre qui va signer. Il faut qu'il y ait deux psychiatres pour le signer. Et ça, c'est quand même important aussi de pouvoir se le dire. Voilà. Alors, j'espère en tout cas ici, en effet, aborder véritablement, et je pense qu'aujourd'hui, tout notre propos, c'est de dire que il y a la maladie, il y a le soin, c'est essentiel, mais il y a aussi plein d'autres choses autour, hein, cette notion de rétablissement. Et c'est là où tous les dispositifs dont, encore une fois, on vous parlera après, par rapport au Val-de-Marne, existent. Alors, Sigrid, si on peut continuer un petit peu sur cette question après des aidants. Donc, on a évoqué bien sûr la charge mentale. Peut-être qu'on peut aller un peu au-delà ensuite sur la charge émotionnelle que vous pouvez vivre, hein, en lien avec l'hospitalisation, en lien avec le soutien en effet apporté, en lien aussi avec le stress de la non-reconnaissance des symptômes de votre proche, qui fait en effet qu'il peut y avoir un poids. Un jugement aussi qu'on entend de façon beaucoup plus difficile de la part de l'entourage professionnel, de l'entourage familial, amical. Tu as mal élevé ton enfant, tu n'arrives pas à dire quoi faire à ton époux. Bref, avec du coup un sentiment de solitude qui peut s'en dégager.
Alors moi j'aime bien dire, si on peut regarder du coup ensuite, qu'il y a des besoins des aidants et peut-être vous vous reconnaîtrez par rapport à ça. Et c'est là-dessus aussi où on va pouvoir mobiliser un certain nombre d'accompagnements. Souvent il y a quatre besoins des aidants. Enfin moi j'aime bien les regrouper sous cette forme-là, c'est les quatre R. C'est facile à se souvenir comme ça. La reconnaissance. Souvent on souffre d'un manque de reconnaissance quand on est aidant. Reconnaître ce qui est vécu, le valoriser. C'est pas évident. Et Sigrid le disait tout à l'heure, déjà il y a beaucoup, un aidant sur deux se reconnaît comme aidant. On sait même pas parfois qu'on l'est. Et puis il y a une reconnaissance sociale ou un statut qui est pas simple à avoir. Il y a un besoin de répit, hein, donc un besoin de reconnaissance, un besoin de répit. Facile à dire, prendre du temps pour soi. Comment on le fait, comment on le dégage, comment s'écouter. Hein. Je crois que c'est la première chose, c'est de pouvoir s'écouter pour pouvoir dégager du temps où on ne sera pas anxieux pour l'autre, parce que sinon, ça c'est pour vraiment vital pour soi-même. On pourra bien sûr détailler la notion de répit si besoin. Des besoins de ressources, des aides financières, des aides professionnelles, des ressources propres, psychologiques, psychiques, des ressources sociales pour se faire du bien. Ce sont des véritables besoins. Et encore une fois, vous pouvez être accompagné par rapport à ces besoins-là. Et puis, il y a un besoin de réseau. On évoquait l'impact sur le lien social, parfois le manque de temps, la solitude engendrée, qui fait que pour y répondre, il y a véritablement aussi différents dispositifs, différentes associations. Et puis un autre, hein, la solidarité qui peut se créer. Mais faut faire être attentif à, à cet impact-là d'un isolement possible. Alors, euh, comment mobiliser finalement différentes ressources pour faire face hein, à la maladie de son proche et à son handicap? Il y a bien sûr des ressources internes. Faire face, ça prend du temps sur la durée qu'on est aidant. Alors, on va bien sûr favoriser, la première chose, c'est de se dire peut-être des choses un peu de trucs et astuces ou de choses du bon sens. C'est-à-dire qu'il va falloir faire attention à sa santé, à soi, à sa santé physique, son hygiène de vie, peut-être l'activité sportive, peut-être développer du bien-être, de la relaxation, de la méditation. On en parle de plus en plus, hein. On sait les effets sur l'anxiété, etc. Avoir aussi des activités plaisantes pour soi, régulières. C'est souvent la régularité qui donne des effets. Même 10 minutes. Un livre, le téléphone, être au téléphone avec une de ses amies, mais le faire en pleine conscience. C'est-à-dire savoir que c'est aussi pour moi, que je l'ai choisi. Hein, c'est pas quelque chose en plus que je m'ajoute. On va pouvoir s'appuyer sur ses proches, bien sûr, qui peuvent être à l'écoute, qui peuvent être soutenants. Et puis parfois, on peut aussi demander un suivi psychologique. C'est vrai que nous, au sein du LIAMSI, on en propose aux aidants parce qu'on connaît l'impact, parce qu'on sensibilise à l'impact de la relation d'aide. Mais il n'y a bien sûr pas que l'association, il y a plein d'autres relais dont on pourra parler. C'est pas évident de faire cette démarche-là. Peut-être qu'on en parlera également. Mais parfois, on a besoin de décharger dans un lieu qui soit totalement confidentiel. On a besoin d'être soutenu soi-même, mais c'est pas simple de demander de l'aide quand soi-même on en donne, mais c'est important pour pouvoir comprendre ce qui se joue en soi pour ajuster sa relation d'aide, comprendre en effet l'impact que ça peut avoir pour soi et tout ce bouleversement émotionnel, et puis de cerner aussi ses propres ressources, comment les mobiliser, hein, comment faire encore une fois face à ce qu'on vit. Alors, il y a plein aussi de ressources externes pour sortir de l'isolement, de la solitude. On peut questionner, comprendre, partager, être guidé avec des ateliers sur des lieux de soins. Là, on parlait tout à l'heure, bien sûr, il y a plein de choses qui sont ouvertes sur la ville, hein, et que vous faites certainement déjà. Mais il y a aussi des ateliers et je trouve que parfois, moi, j'entendais une dame qui un jour me disait, mais en fait, ça m'autorise. De savoir que c'est en charge financièrement, en gros que c'est gratuit pour moi, que c'est financé par le département, par l'État, et ben ça m'autorise à prendre du temps. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font attention à ma situation. Et parfois c'est plus facile d'aller sur ces lieux parce que ce sont des endroits où les gens se comprennent, où j'ai pas besoin de me justifier aussi de pourquoi je suis fatiguée, de ce qui est difficile. Donc des ateliers autour du soin, des associations de malades, on en parlait, des associations de parents aussi, d'aidants pour investir donc ces activités. Mais parfois, on va chercher aussi ailleurs des ressources. Ça peut être des lieux de culte, des endroits de spiritualité, des lieux de loisirs. Je me souviens d'une dame disant, moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de reprendre le patchwork. Voilà, de dégager 2 heures de mon temps pour moi. Voilà, ça peut être des choses, en tout cas, qui nous font plaisir.
Comment concilier sa vie personnelle et professionnelle? Sigrid, ça connaît bien ces questions-là, parce que c'est une experte sur le domaine. Comment aménager du temps? Comment s'organiser? En parler ou non et à qui? Ben voilà, vous avez des gens au sein du collectif Je t'aide qui peuvent aussi vous accompagner sur ces réflexions. Ça peut être aussi dans les entreprises aussi, vous pouvez rencontrer une assistante sociale, la médecine du travail. Voilà, comment poser les choses pour pouvoir aussi faire face et savoir aussi quels sont vos droits. Voilà, alors moi j'aime bien et peut-être qu'on va pouvoir finir là-dessus puisque le temps nous est compté. Euh, J'aime bien dire que trouver des espaces de parole, trouver des dispositifs, trouver des temps un peu réguliers aussi par rapport à son entourage, c'est un peu comme un refuge de montagne. C'est-à-dire que il faut pouvoir trouver un endroit où on va pouvoir poser ses valises pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour pouvoir être accompagné. Alors pourquoi le refuge de montagne? Parce que ben, un refuge, on s'y arrête pendant un parcours souvent difficile, en même temps qui peut être aussi beau par le paysage qu'on voit, par les gens qu'on rencontre. Mais on a besoin d'un temps de pause pour trouver de la chaleur, pour aussi se reposer, pour la convivialité aussi qu'il amène. Et puis, du coup, après un temps passé, ben, on retrouve l'énergie pour poursuivre et continuer ben, le parcours. Euh, voilà. Donc, j'espère que maintenant, on va aborder ces notions de dispositif et un peu comme un refuge que vous y trouverez chacun vos ressources. Donc, je peux vous inviter uniquement à ça, d'oser rencontrer les dispositifs de votre département, du Val-de-Marne, parce que, comme on l'a dit, ce sont des lieux qui proposent des ateliers adaptés à votre situation. C'est des interventions pour vous, qui sont financées et donc gratuites. Ce sont des lieux où les gens se comprennent. C'est un accueil non jugeant pour échanger, pour prendre du temps pour soi. Alors, au sein du lien psy, on en propose. Je vous laisse et vous les aurez hein, si besoin, si vous souhaitez aussi nous rencontrer. On intervient donc sur le Val-de-Marne. Vous aurez nos coordonnées. On accompagne les aidants sur des lieux à Villejuif, bientôt à Ivry, et on mène aussi des ateliers euh, sur différentes communes, bientôt également à Arcueil, à Champigny. Euh, euh, et du coup, tous ces ateliers permettent d'apporter des ressources. Il y a des exercices de pleine conscience pour essayer. Il y a aussi du photolangage pour échanger tous ensemble. Il y a aussi des ateliers aidant-aidé pour ajuster sa relation et avoir du plaisir avec son proche si on en a perdu ou trouver d'autres moyens de communiquer ensemble. Voilà. Je vous remercie beaucoup du coup de m'avoir invité et puis aussi de m'avoir écouté. Et je suis bien sûr disponible pour répondre aux questions plus tard en espérant que ça a pu un peu apporter quelques idées à chacun d'entre vous ou confirmer certaines choses que vous pouvez faire. Merci. Merci beaucoup, Marie. Estelle, je vous propose de prendre la suite. Oui, je reprends la main. Bonjour à tous et toutes. Moi, je suis ravie d'être présente à ce webinaire qui est organisé par le collectif Je t'aide. Alors, rapidement, moi, je suis Estelle Marchand et donc, je suis chargée de projet soutien aux aidants et maintien à domicile au sein du département du Val-de-Marne. Et je suis là, du coup, pour vous présenter alors les principales solutions et actions que le département mène pour vous soutenir en tant qu'aidant. Et donc, l'idée, c'est vraiment que vous ayez une vision un peu plus globale, en fait, assez large, des solutions qui existent. Je vais commencer du coup par faire un petit rapide visibilité en fait des aidants sur le territoire du Val-de-Marne. En 2019, le département a mené une enquête auprès des aidants pour un petit peu plus savoir le profil des aidants sur le territoire. Et on estime à 236 000 aidants sur le territoire. Alors, ça date de 2019, on est sûrement en chiffre un peu plus élevé aujourd'hui, puisque le nombre d'aidants augmente. On est sur des chiffres qui ressemblent aux résultats des aidants sur le niveau national. Donc, 2 tiers sont en situation, en activité professionnelle. 42% des aidants ne connaissent pas les solutions de répit, par exemple. Donc, c'est vraiment voilà,
des points auxquels nous, en tant que département, on veut s'investir. J'ai mis un petit chiffre aussi, alors qui est un chiffre national, mais en 2030, un actif sur quatre sera aidant. Donc, on voit une augmentation clairement du nombre d'aidants et ces résultats montrent à quel point en fait, voilà, c'est un vrai sujet de toute façon et qu'on le sera tous à un moment donné concernés dans notre vie. Et c'est pour ça que le département se mobilise particulièrement sur le soutien aux aidants et c'est un petit peu ce que je vais vous montrer du coup maintenant. Donc je vais commencer par vous présenter les espaces d'information et de conseil qu'on a sur le territoire du Val-de-Marne. Et on commence par les espaces autonomie. Donc on en a 7 sur le territoire qui sont répartis par des groupements de communes. Donc là, je vous ai mis la carte, bon, elle est toute petite, mais je pourrais vous la transmettre en plus grand, mais c'est pour vous montrer que selon la commune où vous habitez, vous dépendez d'un espace autonomie précis. Et donc ces espaces sont là pour vous écouter, vous informer et vous orienter euh, vers justement les solutions les plus adaptées selon votre besoin. Au sein de ces espaces autonomie, vous avez donc des conseillères en économie sociale et familiale et qui sont là du coup pour vraiment prendre en compte vos besoins. Alors, le public concerné par ces espaces autonomie, ça va être donc les personnes âgées de 60 ans et plus, les adultes en situation de handicap et leurs proches aidants. Donc, si vous souhaitez les contacter, elles sont joignables du coup par mail ou par téléphone. Ils peuvent également se déplacer à domicile si besoin, mais pour ça, il faut les contacter au préalable. Je précise seulement que les espaces autonomie ne font pas d'accompagnement à ce jour pour les enfants, donc les personnes qui ont donc moins de 18 ans en situation de handicap. Parce que là, c'est plutôt la MDPH, donc maison départementale des personnes en situation de handicap, qui prennent plutôt en charge ce public-là. Et ça tombe bien, parce que ça fait ma transition parfaite, puisque je vais vous présenter rapidement du coup la MDPH. Donc c'est euh, le slide après. Voilà, merci beaucoup. Donc la MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées. Donc c'est un guichet unique qui permet donc de faciliter l'accès aux droits et les aides possibles pour les personnes en situation de handicap. Donc on peut vraiment solliciter la MDPH à partir du moment où on a l'annonce d'un diagnostic et tout au long de la vie de la personne en situation de handicap. Et les principales missions de la MDPH, c'est d'évaluer les besoins, c'est de reconnaître le handicap, attribuer donc des aides financières, humaines ou techniques, mais vraiment de répondre aux besoins en fait, de la personne et d'orienter aussi vers les structures. Donc c'est aussi un espace d'information pour vous. Donc là, je vous ai mis leurs coordonnées. N'hésitez pas à les contacter par téléphone ou par mail de prévention avant de vous déplacer sur place si vous êtes à un premier niveau d'information. C'est toujours bien de commencer comme ça. Ensuite, je vais vous présenter d'autres solutions qu'on a mis en place au sein du territoire. Alors, on a le guide des aidants, donc, qui est une association, enfin, l'association S'entraider a réalisé ce guide pour le département du Val-de-Marne. Donc là, c'est vraiment un guide qui vous permet d'avoir les principales coordonnées des structures sur le territoire, les associations, justement, Madame Jolin, vous parlez des associations de patients, par exemple, sur le territoire, elles sont listées vraiment dans cet espace. Les principales thématiques aussi de solutions, si vous avez besoin de formation, par exemple, pour les aidants, ou comment concilier vie professionnelle et vie personnelle. Il y a voilà, une rapide présentation des principales solutions. Donc, c'est vraiment l'outil, on va dire, le plus accessible possible pour vous. Il est en version papier, disponible au sein des espaces autonomie que je viens de vous présenter, mais également en version du coup digitale, qui est du coup disponible sur notre site internet
et en lien PDF. Donc n'hésitez pas à le consulter, surtout qu'il est mis à jour très régulièrement. Là, vous avez la version de 2024, mais 2025 va sortir là dans les prochains jours. Donc c'est un petit teasing en plus à venir. Je voulais aussi rapidement, alors là je vais aller très très vite, mais vous dire que pour vous montrer aussi que le département se mobilise vraiment sur la question du soutien aux aidants, chaque année ou tous les 2 ans en tout cas, il y a des événements qui sont organisés par le département pour vous apporter de l'information sur les solutions disponibles. Donc chaque année, on a la MDPH qui organise un événement. On a depuis 2 ans Lumière sur l'autisme, donc qui est vraiment un événement dédié euh, pour les personnes autistes et leurs aidants. Et c'est des formats vraiment sous forme de divertissement, mais de sensibiliser du coup sur l'autisme et les solutions qui existent. Et tous les 2 ans, on a le Salon des aidants, qui est vraiment un événement en taille assez important et qui réunit toutes les structures du territoire qui accompagnent les aidants. Ça, c'est au niveau un peu événementiel. Euh, je tiens aussi à préciser que la petite affiche que vous voyez en bleu, en fait, ça vient de notre campagne d'information, enfin de communication à destination des aidants, parce que pour la première fois, l'année dernière, en septembre, octobre, on a élaboré une campagne d'information dédiée aux aidants, où l'objectif, c'est de participer du coup au repérage des aidants, que vous puissiez vous identifier et être orienté vers les structures adaptées. Donc voilà, pour vous dire que le département, en tout cas, essaye d'accompagner les aidants sur leur repérage. Ensuite, on a d'autres actions. On a sur notre site internet, on a vraiment alors, je dirais pas un espace dédié, mais on a plusieurs pages qui sont d'informations qui sont là pour vous donner aussi, voilà, vous rappeler un petit peu. Alors, les thématiques sont un peu toujours les mêmes, hein. On essaye de faire différents modèles, c'est-à-dire site internet, vous avez des guides, etc. Mais voilà, les principaux sujets d'information sont disponibles sur notre site. Donc, je vous ai mis la page. Et on a également une newsletter, donc Autonomie, donc une newsletter mensuelle. Je vous invite bien sûr, si ça vous intéresse, à vous inscrire. En fait, sur cette newsletter, vous avez vraiment des informations qui concernent le grand âge, le handicap et les aidants sur le territoire, avec un espace agenda, un espace information, un rappel voilà, des principales actions que le département ou que les partenaires réalisent. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous voulez être informé en tout cas des actions du territoire à vous abonner. C'est gratuit et vous pouvez vous désabonner si vous le souhaitez. Euh, une autre action, alors oui, pareil, nouveauté 2025, on a mis en place des webinaires d'information qui s'appellent Un temps pour les aidants. On en a réalisé 2 l'année dernière, c'était une nouveauté aussi, où l'idée, c'est pareil, de vous transmettre aussi des informations sur des thématiques, mais plus, par exemple, le premier webinaire qu'on avait, c'était vraiment vous présenter la MDPH et vraiment la procédure au sein de la MDPH, ou les espaces autonomie, comment sont vraiment organisés ces espaces. Vraiment, on a essayé de vous apporter le plus d'informations de l'organisation du département euh, à ces moments d'échange. Et le deuxième webinaire, pour vous dire, on a fait aussi des témoignages d'aidants qui ont pu du coup un petit peu raconter leur parcours. Et l'idée, c'est qu'on continue chaque année de faire d'autres thématiques. Donc, pour tout vous dire, je suis en train d'organiser les 2 prochains pour l'année 2026. Le teasing. Oui, j'en profite, hein, je me permets. Et euh, ensuite, on a, alors là, je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est vous rappeler en fait les principales, voilà, les solutions de maintien à domicile qui peuvent vraiment accompagner votre proche au domicile et de fait de vous soutenir aussi dans votre quotidien. Tout d'abord, il y a la téléassistance, va à l'écoute. Alors, initialement, c'est vrai qu'on pense que c'est plus adapté aux personnes âgées, mais pas uniquement, parce que vraiment, c'est un dispositif en fait
qui permet, en cas de besoin, en cas d'alerte, en fait, d'appeler à une plateforme, une centrale d'appel et qui peut, du coup, vous voir en fait ce qui se passe et soit mettre en place un dispositif d'urgence si besoin ou pas en fonction de la situation de la personne. Et c'est vraiment un coût d'abonnement à moins de 10 euros par mois, donc ça peut être intéressant et puis c'est sans engagement. Enfin, s'il y a besoin d'informations, on a tout sur le site également du Val-de-Marne. Et puis un petit rappel, même si je pense que c'est assez connu. On a du coup les professionnels du domicile, hein, les services à la personne, qui peuvent vraiment voilà, être un relais. On en a plus de 100 hein, sur le territoire du Val-de-Marne, ce qui est, en tout cas en région Île-de-France, un des plus grands nombres de services à domicile que d'autres départements ont moins de ces structures. Et puis bon, l'adaptation du logement, et services de mobilité, ça c'est plus en lien, c'est juste pour rappeler, mais c'est plus en lien du coup avec la MDPH, hein, quand on a votre prochain dossier MDPH, n'hésitez pas du coup à voir ces questions-là aussi au moment du dossier. Ensuite, voilà, là je voulais juste vous faire une petite précision, un petit focus plus pour vous en tant qu'aidant. Donc, dans le cadre de la téléassistance, on a pour les abonnés, en fait, leurs aidants peuvent bénéficier d'un soutien psychologique s'ils le souhaitent. C'est gratuit, c'est vraiment mis en place par le téléassisteur qui voilà, une cellule psychologique dédiée et l'aidant peut appeler à tout moment s'il le souhaite, échanger, ou même l'abonné pour pouvoir voilà, aussi exprimer ce qu'il a besoin et se sentir plus soutenu. On a ce même dispositif parce que, bien sûr, tout le monde n'a pas la téléassistance. Donc, sachez que les espaces autonomie que je vous ai présentés au début, eh bien, mettent à disposition aussi du soutien psychologique individuel pour les aidants. Donc, pour ça, il faut contacter directement l'espace autonomie qui peuvent vous mettre en place, du coup, ces séances ou cette séance. Vraiment, c'est en fonction des besoins de la personne. Elles peuvent se faire aussi en distanciel ou présentiel. Et aussi, les mêmes espaces autonomie proposent également, si vous le souhaitez, des groupes de parole. Donc, on parlait aussi d'un besoin aussi d'échanger avec des aidants, d'autres aidants. Eh bien, vous avez des groupes de parole qui sont mis en place. Alors, n'hésitez pas à contacter l'espace autonomie qui vous concerne parce que tout dépend le lieu géographique où le groupe de parole se situe. Et voilà, et là je vais passer rapidement, c'était juste pour vous transmettre une information parce que le grand public ne le sait pas forcément, mais sachez que en fait, chaque département, dont le Val-de-Marne, a une commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Et en fait, chaque année, avec cette commission, eh bien, le département finance des projets qui participent au soutien des aidants. Alors, deux personnes âgées pour la commission des financeurs, mais également des aidants, donc deux personnes en situation de handicap, mais là, c'est plus dans le cadre d'un autre financement qu'on appelle appel à manifestation d'intérêt, qu'on a obtenu, nous, au département, et on a soutenu, du coup, trois structures qui sont là pour mener des actions pour les aidants. Deux personnes en situation de handicap, et bien sûr, en plus, ça tombe très bien, puisque vous avez deux structures qui sont présentes à ce webinaire, puisque vous avez le collectif Je t'aide et le lien psy qui sont donc financés pour vous soutenir. Donc voilà, c'était juste pour dire que effectivement, on met en place des actions, mais pas que. On est là aussi pour soutenir en fait des partenaires sur le territoire qui sont vraiment des structures qui sont le plus adaptées pour vous accompagner et répondre à vos besoins et au plus proche de vous. Donc, voilà aussi comment le département se mobilise auprès des aidants. J'ai fini. On ne t'entend pas, Sigrid. Merci.
Merci beaucoup, Marie et Estelle, pour votre intervention. Avant qu'on passe à un moment d'échange, je voulais partager avec vous en termes de ressources utiles où vous pouvez trouver les informations et les contacts qui nous concernent aussi bien pour le collectif Je t'aide que pour le lien psy que pour le département du Val-de-Marne, mais vous aurez de toute façon toutes ces informations. Et puis vous prévenir qu'il y aura une prochaine visioconférence sur comment prendre soin de ma santé qui aura lieu très bientôt. Et donc on vous communiquera toutes les informations de date et puis de liens dans un prochain message. Donc, si vous voulez bien, je vais arrêter le partage de la présentation et aussi de l'enregistrement pour qu'on puisse du coup échanger entre nous et puis qu'on puisse essayer de bien répondre à vos questions. Donc, pour ceux qui vont regarder cette conférence en replay, eh ben, écoutez, merci beaucoup et je coupe l'enregistrement tout de suite.